Bien, bonjour à toutes et à tous. Ce que je vais vous raconter, c'est moins rigolo peut-être que ce que vous venez de voir. J'espère que ça vous intéressera quand même. Je vais vous parler, parce que c'est un sujet qui est très important en ce moment, du rapport entre les constantes fondamentales, je vais expliquer ce que c'est, et voir si ça nous permet de définir des unités naturelles. Je vais aussi expliquer ce qu'on entend par là. Alors commençons par une question extrêmement simple. Combien pèse 1 kilogramme? Notez bien que cette phrase est douteuse. Pourquoi? Parce que 1 kilogramme, c'est une unité de masse et non pas de poids. Mais enfin, nous avons l'habitude de parler comme ça. Je ne vais pas faire le puriste pour l'instant. Donc comment est défini le kilogramme? Eh bien, au départ, c'est extrêmement simple. Au départ, c'est-à-dire au moment où on définit le système métrique, notez une petite curiosité à cet égard, c'est que le kilogramme est la seule unité du système métrique qui a un préfixe devant. Kilogramme. Parce qu'on avait commencé par définir le gramme, on s'est dit que c'était un peu petit comme unité pratique, et donc on a préféré prendre le kilogramme. On aurait peut-être mieux fait d'appeler gramme ce qu'on appelle le kilogramme. Bref, au départ, au moment où le système métrique est défini, c'est-à-dire essentiellement au moment de la Révolution française, c'est très simple. On dit le kilogramme, c'est la masse d'un litre d'eau. Facile de prendre un litre d'eau, c'est un décimètre cube, et vous avez des tas de récipients étiquetés en litres qui vous permettent de mettre de l'eau, vous remplissez, vous avez un litre, et ça vous donne une unité de masse. Alors évidemment, ce n'est pas extrêmement commode pour peser des pommes de terre, Florence, ou autre chose que d'avoir à utiliser le contenu d'un récipient plein d'eau. Et donc très rapidement, on va fabriquer des artefacts du kilogramme, des objets dont la masse, je redis bien la masse, pas le poids, dont la masse est de 1 kg. Et donc vous allez avoir ces poids que nous avons tous, tous ceux qui ont peut-être un peu plus de 60 ans, vus dans notre enfance, des poids en fonte qui servaient sur les balances Roberval des marchés ou les balances romaines, même qui existaient encore, à peser les denrées. Bon, mais ça va très bien pour des besoins pratiques, encore une fois, chez l'épicier, au marché. Pour les scientifiques, c'est évidemment pas très précis, parce que vous imaginez bien qu'un objet de ce genre-là, il n'y a qu'à le regarder d'ailleurs, il est plein d'imperfections, et entre 2 kg de fonte fabriqués de la même façon, vous aurez certainement des différences. Donc vous avez besoin d'une définition beaucoup plus rigoureuse. Et donc vous remplacez ce kilogramme pratique par un kilogramme non pas théorique, puisqu'il est réel, matériel, mais un kilogramme idéal qui est un cylindre en platine iridiée qui est déposé au pavillon des poids et mesures, pavillon de Breteuil, des poids et mesures, aux alentours de Paris. Et vous voyez que c'est un objet qui est fait dans un alliage qui est supposé être inoxydable ou presque, que l'on prend des précautions infinies pour manipuler. Il n'est pas question de le prendre à main nue, parce que vous allez laisser un peu de transpiration, de graisse dessus. Vous ne pouvez pas non plus le conserver à l'air libre, et donc il est enfermé sous 3 cloches à vide successives, et on ne le manipule qu'extrêmement rarement quand il s'agit de le comparer à quelques autres kilogrammes idéaux de ce genre-là qui sont distribués à travers le monde et qui ensuite, de proche en proche, vont servir à fabriquer les kilogrammes effectifs. Oui, mais ça ne suffit toujours pas aux scientifiques aujourd'hui qui ont besoin d'une définition encore plus précise que ceci est capable de vous fournir. Donc on se débarrasse de ça aussi et on arrive aujourd'hui à la définition suivante. Depuis le 20 mai 2019, c'est tout récent, quelques mois, depuis le 20 mai 2019, le kilogramme est défini par la valeur de la constante de Planck, c'est-à-dire un nombre qui est lié à la physique théorique la plus sophistiquée qui soit, à la physique quantique.
si vous décidez, ce qui a été fait justement par la Conférence internationale des poids et mesures en mai 2019, vous définissez la constante de Planck, elle vaut 6,126,07,0040, 10-34, en unité qui est le kilogramme mètre carré seconde moins 1. Or, vous avez, j'y reviens tout à l'heure, vous avez au préalable défini le mètre et la seconde, comme nous le verrons. Et donc, à partir de ce moment-là, chaque fois que vous mesurez la constante de Planck, puisque vous savez ce que c'est que le mètre, vous savez ce que c'est que la seconde, vous savez ce que c'est que le kilogramme. Oui, alors vous me direz, bon, c'est très joli tout ça, mais c'est pas extrêmement commode. Et effectivement, est-ce qu'il faut maintenant que les épiciers, les marchands de primeurs, les bouchers, les commerçants, les gens de marché, devront-ils apprendre la théorie quantique ou se contenter de ces balances qui d'ailleurs n'ont plus cours, je l'ai mis là aussi par nostalgie de mon enfance, maintenant ce sont des balances les plus récentes, ce sont des balances à peser, vous avez un plateau et ça s'affiche numériquement. Alors, pour comprendre ce qui s'est passé là, quelle est la signification de cette redéfinition, puisqu'elle fait appel à une... je ne sais pas pourquoi elle ne marche pas. Ah oui, voilà. Puisque cette définition fait appel à une constante fondamentale de la physique, il faut se convaincre du rapport qui existe entre les constantes fondamentales de la physique et les unités, et avant cela même, se demander ce que c'est qu'une constante fondamentale de la physique. Alors tous les collègues, tous les physiciens, tous mes amis ont quelque part, en général dans leur ordinateur, autrefois c'était dans un petit carnet, une table qui donne toute une série de constantes extrêmement utiles. Vous voyez qu'il y a la vitesse de la lumière, la constante de la gravitation, constante de Planck, dont je viens de parler, masse de l'électron, etc., etc., etc. Cette liste n'est d'ailleurs pas canonique, vous pouvez en trouver des versions un peu plus petites, des versions un peu plus longues. Et ce qui est intéressant, c'est les questions qu'elle pose. Parce que je dis les constantes fondamentales de la physique, mais comme je viens de vous le dire, il n'y a pas d'accord général sur ce qu'on va choisir dans cette liste comme étant véritablement fondamental. Et donc, ça pose toute une série de questions. Par exemple, toutes les constantes dites fondamentales dans la table que vous venez de voir, comme la masse de l'atome d'hydrogène, la charge électrique élémentaire, la constante de Planck, la constante de la gravitation, ont-elles toutes le même statut? Pourquoi y a-t-il des constantes fondamentales en physique moderne, c'est H, la vitesse de la lumière, la constante de Planck, et pas en physique classique, à l'exception peut-être effectivement de la constante de la gravité G. Les facteurs de conversion qui vous permettent de transformer des températures en énergie ou des calories en joules sont-ils des constantes fondamentales ou juste des nombres qui me permettent de changer d'unité? Comment se fait-il que les théoriciens souvent décident de donner à une constante fondamentale une valeur unité? Et les théoriciens, dont je fais partie, décrètent très souvent que leurs équations sont beaucoup plus agréables à regarder et à manipuler si au lieu d'écrire 36 fois petit c à diverses puissances ou la constante de Planck H, on pose radicalement c égale 1, h égale 1 et on les oublie. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Après tout, c et h, elles valent ce qu'elles valent. Comment je peux décider que ça vaut 1? Et enfin, il y a la question derrière l'ensemble de cet exposé, quel rapport entre les constantes fondamentales et les unités de mesure? Alors, pour répondre à ces questions, je vais vous poser une classification des constantes physiques qui va répondre à la première question, c'est-à-dire est-ce qu'elles ont toutes le même statut? Et vous allez voir que non, qu'il est extrêmement commode de distinguer différents types de constantes physiques. Ça va nous permettre une analyse conceptuelle, à la fois de leur signification, de leur rôle en physique, de leur évolution. Alors, on va me dire, l'évolution, c'est bizarre, il y a des constantes, et maintenant je parle de leur évolution. Les constantes peuvent-elles changer? Vous allez voir que oui, en un certain sens. Bon, pour ceux que cela intéresserait d'aller voir de plus près,
Voilà des références sur lesquelles je passe rapidement et elles sont à la disposition de qui serait intéressé. Alors voici cette classification. On va d'abord parler des constantes que l'on considère, que l'on peut considérer, si l'on adopte cette classification, comme véritablement fondamentales, c'est-à-dire primaires. Eh bien, je propose qu'il en existe 3 types. Le premier, que j'appelle type U, sont des constantes universelles, qui caractérisent des lois générales de la physique. Les lois générales de la physique sont des lois qui sont valables partout, tout le temps, dans toutes les circonstances, moyennant notre connaissance actuelle, jusqu'au jour où elles s'avéreront ou inexactes ou remplacées par des lois plus profondes. Donc c'est temporaire. Mais pour l'instant, nous disposons de quelques grandes théories cadres qui sont la structure sur laquelle s'appuient toutes les théories plus particulières. Par exemple, justement, la théorie quantique. Alors on dirait, oui, mais quand je fais de la physique classique, que je calcule des forces, des mouvements à mon échelle, je n'ai pas besoin de la constante de Planck. C'est tout à fait vrai, mais elle est derrière, même si vous ne la voyez pas, l'existence même de corps solides qui se déplacent, que vous mesurez, repose sur la validité de la physique quantique. Et la physique quantique, jusqu'à présent, n'a pas rencontré de limite de validité. Elle vaut, comme vous le savez, aux petites échelles pour les atomes, les noyaux, les quarks, mais elle vaut aussi à très très grande échelle, par exemple, une étoile à neutrons, grand machin, plusieurs kilomètres, c'est un objet quantique macroscopique. Alors, exemple typique d'une constante universelle, la constante de Planck, la théorie quantique, est une théorie absolument générale. Deuxième type, G, sont des propriétés génériques. Générique, ça veut dire qu'il caractérise une classe de phénomènes physiques. Non pas une théorie universelle, mais une théorie qui s'applique à certains phénomènes physiques. Exemple typique, la charge électrique élémentaire. Charge électrique élémentaire qui est la pierre angulaire, si vous voulez, de la théorie électromagnétique. C'est la charge de l'électron, du proton. Est-elle elle-même élémentaire? C'est pas sûr, on verra ça tout à l'heure. En tout cas, elle caractérise une classe de phénomènes particuliers qui sont les phénomènes électromagnétiques. Oui, mais les phénomènes électromagnétiques, c'est une classe de phénomènes, il y en a d'autres. Il y a des phénomènes nucléaires, par exemple, et les phénomènes gravitationnels qui n'appartiennent pas à cette catégorie de l'électromagnétisme et qui donc ne dépendent pas de la charge électrique élémentaire, mais qui pourtant s'appliquent à un très grand nombre de situations. Vous voyez que je vais du plus général au moins général. Et le troisième type de constante fondamentale, que j'appelle type S, sont des propriétés spécifiques d'objets que l'on peut considérer, à l'heure actuelle encore une fois, comme élémentaires. Je mets des guillemets parce que la notion d'élémentarité est une notion empirique qui n'est pas véritablement bien définie. Alors, exemple typique, les masses des quarks, par exemple, que nous considérons pour l'instant comme des objets élémentaires, sans structure interne, et donc les masses des quarks, typiquement, ce sont des constantes de type S. Et puis alors, vous avez ensuite des constantes dérivées, c'est-à-dire secondaires, qui dépendent de ces constantes fondamentales que nous utilisons comme constantes quand nous en avons besoin, mais dont nous savons très bien qu'elles sont en réalité déterminées par le jeu de théories qui, elles, reposent sur les théories qui sont là. Alors, exemple typique, la température d'ébullition de l'eau. 100 degrés, il faut savoir ce que c'est que le degré, et tout le monde se doute bien que la température d'ébullition de l'eau dépend de la structure moléculaire de l'eau, H2O, des forces qui s'exercent entre les différentes molécules, des forces qui s'exercent à l'intérieur de la molécule, donc d'une théorie atomique, probablement, enfin pas probablement, certainement quantique, qui fait appel à petite h. Mais simplement, quand vous faites bouillir de l'eau à la cuisine ou même au laboratoire, vous n'allez pas chercher
une théorie qui vous permet d'exprimer 100 degrés la température d'ébullition de l'eau en fonction de ces constantes fondamentales. Vous n'avez pas à la chercher d'ailleurs parce que nous ne l'avons pas. Autre exemple, la maille élémentaire d'un cristal de sel. La distance qui sépare un atome de chlore d'un atome de sodium dans le cristal cubique du chlorure de sodium. Là encore, ça dépend des forces interatomiques et donc c'est déterminé par des théories sous-jacentes. La masse du noyau d'uranium, pour donner un autre exemple, elle dépend des forces nucléaires, cette fois-ci, qui s'exercent entre les protons et les neutrons à l'intérieur du noyau. Donc vous voyez cette distinction des constantes fondamentales, elles-mêmes appartenant à trois types de généralités décroissantes dans ce que j'ai écrit là, et puis des constantes dérivées secondaires dont on ne parlera plus véritablement parce que ce qui m'intéresse, c'est vraiment les constantes fondamentales et même d'ailleurs essentiellement, comme vous allez voir, les constantes universelles. Alors, le point important, c'est de bien comprendre que cette classification, je l'ai déjà laissé entendre, est loin d'être une classification fermée, fixée à tout jamais. Elle permet au contraire de discuter la variation des constantes. Et ce qui m'intéresse ici, c'est la variation des constantes, non pas tant en ce qui concerne leur valeur, oui, qu'on peut améliorer en gagnant quelques décimales, etc., mais comme vous allez le voir, elles varient de façon importante en ce qui concerne leur signification, leur rôle et leur statut. Alors, voyons quelques exemples. Voyons quelques exemples de ces variations, autrement dit, faisons une histoire que j'appelle épistémique, une histoire du savoir, concernant quelques-unes de ces constantes. Alors, je vais prendre quelques-unes des plus importantes et des plus connues, et je prends le tableau suivant. Donc, vous voyez, je vais m'intéresser à la charge de l'électron, à la masse du proton, à la vitesse de la lumière, à la constante de Newton, la constante de la gravité, et je me demande à quel type de constantes fondamentales elles appartiennent ou si elles sont non fondamentales. Commençons par la charge de l'électron. Au début, c'est effectivement une constante de type S, puisque c'est la charge d'un objet spécifique, qui est l'électron. C'est comme ça qu'elle est mesurée pour la première fois par Thomson à la fin du XIXe siècle. Mais assez rapidement, dans l'espace de quelques décennies, on s'aperçoit qu'elle caractérise en fait l'ensemble des phénomènes électromagnétiques. Par exemple, c'est la même charge que vous avez sur le proton, et un noyau quelconque a une charge qui est un multiple entier de cette charge-là, et donc elle devient une constante de type générique. Elle caractérise toute une classe. Est-ce que c'est définitif? Alors, au lieu de l'appeler charge de l'électron, on l'appelle désormais charge élémentaire, puisqu'elle est portée par diverses particules considérées comme élémentaires. Est-ce que c'est définitif? Pas évident. Pourquoi? Mais parce qu'il se pourrait très bien que nous mettions au point des théories qui nous permettront d'exprimer la charge dite élémentaire en termes d'autres grandeurs. Et nous en avons déjà une petite indication avec le fait que les quarks, j'en parlerai demain pour ceux que cela intéressera, que les quarks ont des charges qui ne sont pas des multiples entiers de la charge élémentaire, mais des fractions. Ça a beaucoup surpris les physiciens, bien entendu. Les quarks ont des charges qui valent 2/3 ou moins 1/3 de la charge dite élémentaire. Et donc, d'un point de vue fondamental aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à penser que la charge que l'on pensait élémentaire, c'est 3 fois la charge d'un quark qui a une charge 1/3. Alors, ça, ce sont les choses auxquelles nous sommes en train de réfléchir et de travailler. C'est pour ça que j'ai mis ceci en pointillé à suivre. La masse du proton, elle est apparue comme une constante de type G. Pourquoi G et pas S? Parce qu'on s'est aperçu très rapidement que c'était la masse des nucléons en général. C'est-à-dire qu'elle caractérisait aussi bien, à peu de choses près, le proton que le neutron, et que tous les noyaux atomiques avaient des masses qui étaient des multiples entiers
de la masse du proton. Et ensuite, elle est descendue au statut de type S spécifique, puisqu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'autres particules, là encore j'en parlerai demain, que le nucléon, mais appartenant à la même catégorie, les baryons, comme ça s'appelle, il y en avait de toutes sortes, et qui n'avaient pas du tout la même masse. Donc la masse des nucléons est quelque chose de spécifique. Et puis on sait maintenant que de toute façon, ce n'est pas une constante fondamentale, puisque les nucléons, comme leurs cousins et leurs autres cousins hadroniques, sont constitués de quarks, et que la masse du proton, en fait, dépend de la masse des quarks, des interactions entre les quarks et les gluons, et que donc c'est en fait une constante non fondamentale qu'il convient aujourd'hui de considérer comme une constante dérivée. La vitesse de la lumière, au départ, c'est une constante type spécifique, la vitesse de la lumière. Et puis on s'aperçoit avec Maxwell, aux trois quarts du XIXe siècle, que la lumière n'est jamais qu'une forme particulière d'onde électromagnétique et que la vitesse de la lumière, c'est la vitesse en général des ondes électromagnétiques, les ondes radio, les ondes de votre four à micro-ondes, les ondes radar, etc., vont toutes à la même vitesse et nous tombons donc dans le type G. L'ensemble des phénomènes électromagnétiques sont caractérisés par cette vitesse dont vous voyez déjà qu'il est un peu abusif de l'appeler vitesse de la lumière. Au stade où nous en sommes, serait plutôt la vitesse des ondes électromagnétiques, ou pour le dire en termes modernes, la vitesse des photons. Mais il y a mieux. Il y a mieux, c'est que nous nous sommes aperçus que cette vitesse qui joue, comme vous le savez bien, un rôle essentiel en théorie de la relativité. La théorie de la relativité, c'est la théorie générale des structures de l'espace-temps, et où, on va le voir dans quelques minutes, vous avez des équations du genre E égale mc2, où la vitesse c intervient sans nécessairement avoir quoi que ce soit à faire avec l'électromagnétisme. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte, en vérité, qu'il s'agit d'une constante universelle qui caractérise effectivement la structure de l'espace-temps, quels que soient les objets qui s'y déplacent. Et que donc, c'est beaucoup mieux que la vitesse de la lumière et il serait bienvenu, on serait bien inspiré d'appeler ça tout simplement la constante d'Einstein, comme il existe la constante de Planck pour une autre théorie universelle. Alors évidemment, la singularité, c'est que parmi tous les phénomènes qui se déroulent dans l'espace-temps, c'est-à-dire qui font usage dans leur description théorique de cette constante qu'on note petit c, il y en a pour lesquels c'est vraiment, croyons-nous en tout cas, leur vitesse, les photons, la lumière, les ondes électromagnétiques. Petit bémol, c'est plausible, mais ça n'est pas certain. Si dans quelque temps nous arrivons à montrer que le photon, contrairement à ce que nous pensons en ce moment, a une masse qui n'est pas rigoureusement nulle, qu'il a une toute petite masse, eh bien il n'ira pas à cette vitesse-là. Oui, presque, il s'en faudra de très très peu, mais on se trouverait dans une situation où ce que nous appelons la vitesse de la lumière ne serait plus la vitesse de la lumière. Bonne raison pour lui donner un autre nom. Enfin, la constante de Newton, celle qui caractérise la gravitation, qui intervient dans la loi de Newton, F égale le produit des masses divisé par le carré des distances, avec devant une constante que l'on note grand G, eh bien, elle apparaît justement avec Newton, avec la première théorie de la gravitation de Newton, comme une constante universelle. Newton pense, et c'est pour ça qu'il parle d'ailleurs d'attraction universelle, il pense que la force de gravitation est une force universelle. Il a raison en un sens, c'est-à-dire qu'elle agit entre n'importe quelle paire de corps, petit ou gros, mais
il pense beaucoup plus loin. Il pense que c'est universel en ce sens que toutes les attractions entre corps physiques sont dues à ceci. Que par exemple, la constitution de ce qui ne s'appelle pas encore des molécules, composée de ce qui ne s'appelle pas encore des atomes au sens meilleur du terme, est due à la gravitation. Que si vous faites une molécule de sel, NaCl, le sodium et le chlore tiennent ensemble comme la Terre et la Lune. On s'apercevra au cours du XVIIIe siècle que ce n'est, un peu après Newton, que ce n'est pas le cas et qu'il faut invoquer pour expliquer et la cohésion de la matière et les réactions chimiques, prendre ces deux exemples-là, d'autres types de forces, justement les forces électromagnétiques auxquelles j'ai déjà fait allusion. Et donc dans ce cadre-là, la constante de Newton redescend au statut de constante générique, c'est-à-dire qu'elle caractérise les phénomènes de gravitation, d'accord? Mais elle ne caractérise que les phénomènes de gravitation. Arrive Einstein, 1915-1916, qui dit oui, mais la gravitation, ça serait une bonne idée de la considérer non pas comme une force parmi d'autres qui vient s'ajouter à la force électromagnétique, et puis à laquelle viendront s'ajouter assez rapidement les forces nucléaires. Il dit non, il y a une autre façon de voir les choses, c'est que la gravitation, ce n'est pas une force, elle est déterminée par une courbure de l'espace, et c'est parce que l'espace n'est pas plat, au sens où les mathématiciens entendent ce mot, que les objets suivent des trajectoires bizarres. Quand vous avez une masse à un endroit donné, elle courbe l'espace autour d'elle, et cette courbure oblige les objets à tourner autour de la masse qui a courbé l'espace. Et ça, à ce moment-là, ça fait remonter la théorie de la gravitation et donc sa constante au statut de théorie universelle qui va régir les autres. Autrement dit, si je m'intéresse aux forces électromagnétiques ou aux forces nucléaires, dans des conditions où la gravitation est importante, eh bien, il faudra que je le fasse dans le cadre de ce qui s'appelle encore aujourd'hui la relativité générale. G comme la constante de Newton, c'est une coïncidence heureuse. Mais là encore, il n'est pas tout à fait certain que ça soit une solution définitive. Il existe des points de vue suivant lesquels, d'accord, la vision géométrique que nous propose Einstein de la gravitation, ça fonctionne parfaitement bien, les équations sont les bonnes, mais il y a peut-être une autre façon de les interpréter, sur laquelle je ne m'étendrai pas, et qui est minoritaire, il faut bien le dire, chez les physiciens, dans lesquels on peut quand même interpréter la gravitation comme un champ particulier, comme il y a le champ électromagnétique, le champ des forces nucléaires, il y aurait en plus le champ de gravitation. Ça ne modifie absolument pas les équations, donc on est tous d'accord sur les résultats qu'on va en tirer, ça modifie la façon de les penser et peut-être plus tard, du coup, la façon de les modifier quand ça s'avérera nécessaire. Donc il n'est pas évident qu'elle va garder ce statut de type U. Alors vous voyez, je vais vous proposer ceci pour bien vous montrer à quel point cette classification n'est pas une classification fixée une fois pour toutes, mais elle a le gros avantage de nous permettre de penser la signification, le statut, le rôle de ces constantes. Alors, je vais maintenant me concentrer sur les constantes de type U. Les constantes qui sont véritablement universelles, c'est-à-dire qui interviennent dans les théories les plus générales que nous ayons, celles qui gouvernent absolument n'importe quel phénomène, même si ça n'est pas visible, même si elles peuvent être remplacées par des approximations valides à une certaine échelle, elles sont quand même là sous-jacentes. Et alors ces constantes universelles, la bonne façon
de les penser, c'est de les penser comme des synthétiseurs conceptuels. Bon, un mot peut-être un peu théorique que je vais expliquer. Prenez un cas relativement simple, la thermodynamique, qui naît au XIXe siècle, qui est de la théorie qui va nous permettre de comprendre ultérieurement ce que c'est que la chaleur, les échanges énergétiques, etc., etc. Quand la thermodynamique commence, elle hérite en fait de deux concepts, de ce qui se sait avant. D'une part, du concept de travail qui vient de la mécanique standard, de la mécanique newtonienne, le travail d'une force. Quand je tire sur un chariot, j'exerce un certain travail qui est le produit de la force par la longueur du déplacement. Bref, c'est une notion qui est bien établie dans le cadre de la mécanique et que l'on sait parfaitement manipuler. Et puis, il y a une autre quantité, qui est la quantité de chaleur, Q, qui a priori n'a pas grand-chose à voir, hein, puisque d'un côté, vous avez des mouvements, quelque chose de mécanique, des forces et des mouvements, et puis la chaleur, c'est ce qui se passe quand je chauffe, ou que je refroidis d'ailleurs. Alors, d'ailleurs, la mise au point de ce concept a été assez complexe, puisqu'il a fallu distinguer la question de chaleur, de la notion de chaleur, de la notion de température. Ce que ne fait pas la langue de tous les jours. Quand vous allez sortir tout à l'heure, vous allez dire il fait chaud. Chaleur. Si vous êtes physicien jusqu'au bout, ce que personne n'est, moi pas plus que les autres, vous ne devriez pas dire ça, vous devriez dire « Ah, la température est élevée ». C'est un cas, parmi bien d'autres, où l'usage d'un terme dans la langue courante, dans la langue vernaculaire, diffère, et on n'y peut rien, de son usage proprement scientifique. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? La thermodynamique, eh bien, grâce aux travaux des physiciens de la première moitié du XXe siècle, des gens comme allemands en particulier, Joule, Mayer, etc., vont nous dire qu'au fond, le travail et la chaleur s'équivalent au sens où je peux transformer l'un dans l'autre. Oui, quand vous exercez un travail qui consiste par exemple à frotter très très fort, la force de frottement que vous exercez sur un matériau, vous n'avez qu'à appuyer avec votre doigt, tirer sur un tissu, ça va chauffer. Si vous faites ça trop fort, vous allez même vous brûler. Et puis, on sait bien que quand on travaille le métal, quand on vrille, par exemple, l'âme d'un canon, ça dégage beaucoup de chaleur. Donc, il y a une transformation du travail en chaleur. Et on va s'apercevoir rapidement que ça marche dans l'autre sens aussi. Vous pouvez transformer de la chaleur en travail. C'est comme ça que marchent les locomotives à vapeur. Et d'ailleurs, les centrales nucléaires aussi, qui ne sont jamais que des grandes bouilloires. Centrale nucléaire, c'est quelque chose qui chauffe de l'eau, et au lieu de la chauffer au charbon, vous la chauffez au nucléaire. C'est un truc de fou, hein, d'une certaine façon. C'est-à-dire l'énergie nucléaire, vous ne l'utilisez pas en tant que telle. Vous la transformez avec un rendement qui n'est pas terrible en chaleur pour ensuite la retransformer en travail. Et donc, il y a une équivalence entre le travail et la chaleur qui donne naissance à un concept plus général qui est l'énergie. Cette énergie peut être de l'énergie mécanique, ce qu'on appelle le travail, ou ça peut être de l'énergie calorifique, de la chaleur. Mais comme on a au préalable défini indépendamment l'énergie, le travail et la chaleur, on a des unités qui sont des unités différentes. Le travail se mesure, aujourd'hui en tout cas, en joules, hommage au grand physicien James Joule, et la chaleur se mesure ou se mesurait en calories. Mais puisque c'est la même chose, il s'agit de deux unités différentes pour une même grandeur. Et donc il faut un facteur de conversion qui vous permet de transformer les... j'arrive pas à pointer mon laser, c'est terrible ça. Voilà. Qui vous permet de transformer les chaleurs exprimées en calories en
travail, d'énergie mesurée en joules. Et cette constante, elle vaut 4,18 joules par calorie. Il y a des traces de ceci dans la vie la plus courante. Si vous regardez vos paquets de céréales, vous verrez que vous avez une information sur le contenu énergétique de votre paquet qui est d'une part en calories, d'ailleurs en kilocalories, et d'autre part en kilojoules. Et vous voyez d'ailleurs que si une calorie vaut 4,18 joules, une kilocalorie vaut 4,18 kilojoules, et effectivement, quand vous multipliez 42 par 4,18, vous trouvez bien 180. Et donc ça, c'est une transformation qui est relativement récente. Ce n'était pas le cas quand j'étais jeune. On mesurait le contenu énergétique des aliments en calories ou kilocalories. Et depuis maintenant, je ne sais pas exactement quand ça remonte, d'ailleurs, ce serait intéressant à voir, je dirais une trentaine d'années, vous avez les deux unités qui coexistent. Je suis à peu près prêt à parier que dans un laps de temps assez rapide, peut-être 10 à 20 ans, les calories vont complètement disparaître et qu'on ne parlera plus, y compris pour les contenus énergétiques des aliments, qu'en joules et kilojoules. Je vais vous donner un autre exemple, qui est de justement la vitesse limite, cette fameuse constante d'Einstein, comme je propose qu'on l'appelle. Alors là, il faut recourir à la relativité einsteinienne, relativité restreinte, à laquelle je vais me restreindre. En relativité einsteinienne, comme tout à l'heure, la thermodynamique héritait des théories précédentes de deux notions, la chaleur et le travail. La relativité einsteinienne hérite de deux notions venant de la mécanique galiléo-newtonienne par la notion de masse, m. Et d'autre part, la notion d'énergie. On a vu comment elle a émergé en thermodynamique. A priori, ces deux notions n'ont rien à voir les unes avec les autres. Les masses sont mesurées en kilogrammes, les énergies en joules. Il s'agit de choses différentes. Arrive notre maître Albert qui va nous dire que oui, mais en fait, E égale mc2. C'est-à-dire que la masse et l'énergie ne sont que deux façons différentes de mesurer ce qui est fondamentalement une même grandeur, qui d'ailleurs mériterait peut-être, c'est trop tard, mais mériterait peut-être un nouveau nom, massergie par exemple, pour bien se rendre compte que, comme tout à l'heure, pour l'énergie qui transcendait la dualité entre travail et chaleur, là on a quelque chose qui transcende la différence entre masse et énergie. Et vous voyez que le facteur petit c au carré, ici, il joue exactement le même rôle que J tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il permet de transformer des kilogrammes en joules. C'est donc ce petit facteur qui nous permet de changer d'unité à l'intérieur d'une même grandeur. Mais ça ne s'arrête pas là. En relativité einsteinienne, vous avez des intervalles d'espace, des intervalles de temps, et ce que Einstein nous apporte, c'est la définition d'un intervalle d'espace-temps qui prend la forme suivante, c'est une combinaison de l'intervalle de temps et de l'intervalle d'espace, je vais vous faire un cours de relativité, mais qui fait intervenir la constante petit c une fois de plus, qui permet de combiner des temps et des espaces et des longueurs. Et donc, vous avez la même chose, c'est-à-dire, une fois de plus, cette constante, là c'est son carré qui joue, mais ça ne fait pas de différence, qui permet de transformer certaines grandeurs en d'autres que l'on croyait au préalable être indépendantes, mais qui en vérité sont deux faces d'une même notion. Alors, exemple typique de ça, en physique des particules, la conversion mutuelle d'énergie de masse en énergie de mouvement, à cause de E égale mc2, est chose absolument courante. La physique des particules à haute énergie passe son temps
à envoyer des particules les unes sur les autres à très grande vitesse, donc des grandes énergies, et une partie de ces énergies cinétiques est transformée en énergie de masse. Exemple, par exemple, la réaction proton-proton, vous envoyez deux protons l'un sur l'autre à grande vitesse, et qu'est-ce que vous voyez après surgir? Les mêmes deux protons et puis deux mésons pi, pi plus et un pi moins. Ce qui veut dire quoi? Qu'une partie de... Alors il faut donner suffisamment d'énergie cinétique, donc de vitesse à vos protons initiaux. Ils perdent de l'énergie cinétique, ils vont plus lentement après, et une bonne partie de cette énergie s'est transformée en la masse des mésons pi. Un autre cas, le neutron est une particule instable en vérité, sauf quand elle est à l'intérieur d'un noyau. Si vous prenez un neutron tout seul, il se désintègre avec une durée de vie qui est de l'ordre du quart d'heure. Il se désintègre en un proton, un électron et un neutrino. Le proton, l'électron et le neutrino à E3 ont une masse inférieure à celle du neutron, c'est ça qui lui permet de se désintégrer, et la différence entre la masse du neutron et la masse des trois particules émergentes se transforme en énergie cinétique. Vous avez une conversion là de masse en énergie. Alors c'est si courant, si banal, si utilisé, qu'il est donc très commode, c'est la pratique désormais absolument courante dans cette physique-là, de mesurer les masses des particules en unité d'énergie. Alors le joule n'est pas extrêmement commode, il est trop grand, on utilise l'électronvolt, le kilo-électronvolt, le méga-électronvolt, le giga-électronvolt, et même maintenant le téra-électronvolt, pour écrire les masses des particules. Et ça revient à poser petit c égale 1, puisque vous allez dire que la masse se mesure avec l'unité d'énergie. Et je réponds là à l'une des questions que je me posais au début. Vous avez le droit de poser c égale 1, c'est-à-dire E égale m, et pas mc2. Vous avez le droit de poser c égale 1 dans E égale mc2, donc de faire disparaître c, d'écrire E égale m, si vous mesurez les énergies et les masses avec la même unité. Et alors, exemple, eh bien la masse de l'électron, tous les physiciens savent qu'elle vaut 511 kilo-électronvolts. Il n'est que très exceptionnel, dans des conditions particulières, que vous utilisiez sa valeur en kilogrammes, 0,911, 10-30 kilogrammes. Alors, en général, on dit la masse de l'électron, c'est 511 kilo-électronvolts. La masse du proton, 938,27 mégaélectronvolts. La masse du boson de Higgs, 125,3 gigaélectronvolts. Et donc, vous voyez ce rôle fondamental des constantes universelles comme exprimant la synthèse conceptuelle entre deux grandeurs, chaleur, travail, masse, énergie, etc. Bon. Alors, dernier exemple de synthèse universelle, la constante de Planck, dont j'ai déjà parlé. La théorie quantique va vous dire quoi? Je répète une fois de plus le même scénario, mais dans un autre cas de figure. Elle hérite de deux grandeurs précédemment connues, la fréquence nu, fréquence par exemple d'oscillation d'une onde électromagnétique, en Hertz, mégahertz, ce que vous voulez, et l'énergie, tiens, une fois de plus l'énergie. Et puis, qu'est-ce que Planck va nous apprendre, commencer à nous apprendre en 1900, que Einstein va développer en 1905, et que la fondation de la théorie quantique pleinement accomplie dans les années 1920 va mettre au jour, c'est qu'en vérité, fréquence et énergie, c'est une fois de plus pareil. Ce sont deux façons différentes de mesurer des grandeurs qui, finalement, ne sont que deux faces d'une même grandeur, à cause de la fameuse relation de Planck, E égale h nu, et là encore, il aurait peut-être été commode de donner un nom à cette nouvelle constante. On a gardé le mot énergie,
Mais il faut bien comprendre qu'en théorie quantique, l'énergie, ça intègre la notion de fréquence à cause de la relation de Planck qui est là. Et cette constante de Planck, elle vaut 6,26 et plein de décimales connues, 10-34 joules par Hertz, puisque E égale H nu, ça veut dire que H c'est E divisé par nu, donc des joules divisés par des Hertz, mais on peut aussi exprimer ça en unité du système standard, kilogramme, mètre carré, seconde, moins 1. Alors vous voyez que ceci amène à une situation intéressante, qui est celle de la disparition apparente des constantes universelles. Elles ont en quelque sorte un destin historique. Au début, ce sont des grandeurs très prestigieuses parce qu'elles marquent quelque chose de nouveau, qui était inconnu, qu'il faut arriver à intégrer. C'est pas si facile, se dire que la fréquence et l'énergie, c'est pareil, à charger le travail, c'est pareil. Donc, leur rôle de synthèse conceptuelle leur donne un grand prestige, ce sont des choses extrêmement importantes. Et puis, au fur et à mesure que vous vous y habituez, elles passent à la banalité et deviennent de simples facteurs de conversion. Parce que vous savez maintenant que énergie et fréquence c'est pareil, que chaleur et travail c'est pareil. Et ça répond à une autre des questions que je me posais au début, c'est est-ce qu'il y a une différence de nature entre ces facteurs de conversion, j'avais pris J, la constante de Joule comme exemple, et les constantes nobles, comme la vitesse de la lumière? Non, c'est une différence qui est purement historique. On pourrait distinguer des constantes modernes, petit c, dans E égale mc2, des constantes classiques, comme W égale JQ. Et pour que vous compreniez bien ce dont il est question, il y a des constantes, alors qui sont devenues totalement invisibles, celles-ci sont en voie d'invisibilité. J, je vous ai montré qu'il est en voie de disparition. Bientôt, sur vos paquets de céréales, il n'y aura plus que des calories, que des joules, il n'y aura plus de calories. Donc J égale 1 à partir de ce moment-là. Petit c, c'est pareil. Dans les articles de physique théorique aujourd'hui, petit c a totalement disparu. Tous les physiciens travaillent avec petit c égale 1. Quitte après, à la fin, quand il faut se rapprocher des expérimentateurs pour leur dire vous faites des mesures, etc., à le rétablir. Mais c'est très intéressant de prendre, par exemple, des livres de relativité du début du siècle passé, hein, des années 20, où vous avez des équations qui sont assez lourdaudes parce qu'il y a des tas de facteurs petit c. Prenez les mêmes, je dis bien les mêmes équations aujourd'hui, il n'y a plus de petit c, les équations sont beaucoup plus synthétiques et beaucoup plus agréables à regarder. Mais outre ces constantes modernes qui subsistent plus ou moins, les constantes classiques qui sont dévaluées du point de vue de leur rôle fondamental, il existe ce que j'appelle des constantes archaïques. Les constantes archaïques, un exemple est le suivant. C'est la constante qui relie les longueurs verticales aux longueurs horizontales. Ben oui, vous mesurez les verticales en mètres, mesurez les horizontales en mètres. Oui, mais ça c'est parce qu'on a découvert une loi de la physique fondamentale qui caractérise l'espace-temps, à savoir qu'il est isotrope. Les propriétés dans une direction sont les mêmes que dans une autre direction. Et vous pouvez donc utiliser la même unité pour mesurer verticalement et horizontalement. Vous auriez très bien pu décider que vous mesurez les longueurs horizontales avec une certaine unité et les longueurs verticales avec une autre, et vous auriez à ce moment-là un facteur lambda qui serait une constante, un facteur de conversion, mais ce facteur de conversion est en vérité un facteur de synthèse conceptuelle. Au lieu de parler des verticales et des horizontales, vous dites la longueur. Vous ne distinguez plus suivant la direction. Alors, ce cas est intéressant, pourquoi? Parce qu'il peut sembler aller de soi, mais les choses sont un peu plus compliquées si vous regardez du côté de la pratique technique. Effectivement, pour les physiciens, l'espace est isotrope. Bon, il peut être, son isotropie peut être, comment dire, modifiée localement parce que vous avez un champ de gravitation. Si vous enlevez le champ de gravitation, loin dans l'espace, pas de direction privilégiée,
toutes les directions se valent. Ah oui, mais quand on est sur Terre, c'est pas tout à fait pareil pour les gens qui font pas de la physique théorique, mais qui ont à faire face à des impératifs techniques quotidiens. Regardez par exemple, alors attention, regardez par exemple ceci. C'est un tableau de bord d'un avion. Et ce tableau de bord d'aviation vous donne les vitesses par rapport à l'air, qui sont évidemment des vitesses horizontales de déplacement, et vous avez un altimètre qui vous donne la vitesse ascensionnelle. Eh bien, les premières se calculent en nœuds, c'est-à-dire en 1000 par heure. C'est la graduation qui est là, elle est en nœuds. Vous voyez, ici il y a écrit knots, c'est en anglais. Et l'altimètre, lui, mesure votre altitude en pieds. Ben oui, parce que en vitesse horizontale, vous faites quelques centaines ou milliers de nœuds, en vitesse à l'heure. En vitesse verticale, vous faites quelques milliers de pieds. En quelques minutes, fractions de minutes. Et vous n'avez aucun intérêt à utiliser la même unité parce qu'elle serait ou beaucoup trop petite pour mesurer les vitesses horizontales ou beaucoup trop grande pour mesurer les vitesses verticales. Eh bien, c'est une distinction qui est extrêmement importante. Quand vous êtes en avion, il vaut mieux pas confondre justement l'horizontale et la verticale. Et il y a eu des accidents d'aviation gravissimes, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques décennies, parce que il y a eu une confusion, alors je ne sais plus si elle était due au pilote ou à l'ordinateur, parce qu'il y a eu une confusion entre les vitesses verticales et les vitesses horizontales et l'avion s'est crashé. Donc attention, les unités traditionnelles peuvent garder dans des conditions particulières une utilité réelle, même si sur le plan théorique, sur le fond, elles sont liées. Alors, pour finir d'illustrer ce propos, le passage des constantes aux unités, je vais prendre encore un autre exemple, qui est le passage entre les aires et les longueurs. Et je vais commencer par vous proposer un système d'unités personnelles, individuelles. Je vais mesurer les longueurs avec mon empan. Très commode, 21 cm pour moi. Presque 20. Donc, très commode pour mesurer la largeur de cette table, etc. Et puis je voudrais mesurer des aires. Par exemple, l'aire de cette table. Il me faut une unité d'air, a priori. Bon, je vais prendre tout simplement ma paume. Combien de fois je peux mettre ma paume sur cette table en les juxtaposant, et donc je mesurerai l'aire de cette table en paume. Vous voyez qu'elles sont indépendamment choisies, même si elles ont toutes les deux à faire avec ma main. Et puis alors je découvre génialement une loi physique fondamentale, c'est que pour un carré qui aurait un côté de longueur L, son aire est proportionnel au carré de sa longueur. L'aire exprimée en paume, L, la longueur, exprimée en empan. Il y a donc une constante petit k, kappa, qui est tout à fait comme le lambda, une constante archaïque, qui mesure la différence entre les carrés de longueur et les aires, et qui vaut, en ce qui me concerne, mes unités, qui elles ne sont pas universelles, 0,163,93,443 paumes par empan carré. Bon. Alors effectivement, je ne dis pas que c'est un système d'une commodité extrême. J'aime mieux le système métrique de fait, or que là j'ai un double décimètre approximatif dans ma main, donc c'est pas mal. Mais il y a des gens qui continuent à travailler comme ça. Regardez le système d'unité anglo-saxon. Comment vous mesurez les aires dans le système d'unité anglo-saxon? Vous mesurez couramment les unités de longueur en pieds. J'aurais pu prendre le yard aussi, mais prenons le pied. Et les unités d'air, en agriculture par exemple, en acres. Eh bien, la définition initiale d'une acre, c'est la surface qui peut être labourée en un jour par une paire de bœufs. Définition totalement indépendante des unités de longueur, d'accord?
Ensuite de quoi, on décide que une acre, ça vaut 43 560 pieds carrés. Ce qui va vous permettre de faire la conversion entre des carrés de longueur et des aires. Ils n'ont pas encore compris que le système, pas compris ici, ils ont très bien compris, mais il y a des résistances qui font que le système métrique ne s'est pas encore complètement imposé. Ce 43 560, il est très bizarre, en fait, c'est la multiplication de 66 par 660, les mystères britanniques. Voilà. Et donc, une fois que vous avez ça, l'aire A d'un carré ayant des côtés de longueur L vaut comme tout à l'heure A égale kappa L2 avec une constante universelle kappa qui vaut 2,957, etc., 10-5 acres par pied carré. Bon, alors ça conclut ce que je voulais vous dire sur les constantes et il est temps maintenant de voir comment ça réagit sur la question des unités. Passons des questions de constantes aux unités. Commençons par les mesures spatiales. Comme on vient de le voir d'ailleurs, les théorèmes de la géométrie, pour moi physicien, c'est une physique, la physique de l'espace, la géométrie, pas des maths. Les mathématiques vont me permettre de faire des calculs exprès, mais la géométrie, a priori, comme le dit d'ailleurs son nom, géométrie, mesure de la Terre, ou plus généralement de l'espace, c'est de la physique. Alors elles permettent de ramener les mesures d'air et de volume aux mesures de longueur. Et le système métrique, qu'aujourd'hui on appelle système international d'unités, SI, définit les unités d'air et de volume en choisissant la constante universelle ad hoc égale à l'unité. Vous avez toujours A égale kappa L2, une aire, c'est un carré de longueur avec une constante que vous prenez égale à 1, c'est 1 mètre carré, unité d'air, par mètre au carré. Kappa vaut 1, si vous prenez les bonnes unités. Même chose évidemment pour les volumes, V égale kappa prime L3, si vous mesurez les volumes en mètres cubes et les longueurs en mètres, vous avez une constante universelle qui vaut 1. Et vous voyez donc là comment l'existence de constantes universelles vous permet de définir des unités de façon naturelle. C'est des unités qui sont liées les unes aux autres et dans lesquelles vous avez le moins possible de facteurs numériques arbitraires. Alors, il s'agit ici de constantes universelles archaïques. Et maintenant, je vais vous parler un peu des unités modernes. Les unités de base du système international, SI, sont au nombre de 7. Il y a le kilogramme, le mètre, la seconde. En température, vous avez le Kelvin. Pour l'électricité, on définit l'intensité avec une unité qui est l'ampère. La quantité de matière, c'est la mole. L'intensité lumineuse, c'est la candela. Je vais laisser complètement tomber les 4 dernières, qui sont plus spécifiques, tout le temps des unités de base. La candela, d'ailleurs, c'est un peu bizarre. Enfin, on n'en parlera pas. Et je vais me concentrer sur les masses, les longueurs et les temps. Et voir comment elles sont définies. Alors ça, c'était les unités de base. Et puis, vous avez des unités secondaires pour toute une série considérable de grandeurs physiques, des fréquences, d'énergie, potentiel électrique, etc., dont vous voyez qu'elles sont toutes exprimées avec des unités qui font intervenir les mètres, les kilogrammes, les secondes, les ampères, puisque là, j'ai que de la mécanique. Alors, le nouveau système d'unités, parce que c'est là que je vais en venir, il est défini, comme on l'a vu, pour 7 unités de base. Il a besoin de 7 constantes. Alors, je vais m'intéresser uniquement, comme je viens de le dire, aux longueurs, au temps et au kilogramme. Et vous voyez que la définition du mètre est liée à la vitesse de la lumière,
la définition de la seconde à une certaine fréquence et la définition du kilogramme à la constante de Planck. Précisons. Regardons par exemple la définition de la longueur, le mètre. Sa préhistoire, qui n'est pas inintéressante, elle commence dès 1660. John Wilkins, à une période où on est en train encore d'avoir en Angleterre des yards, des pieds, des furlongs et que sais-je encore, et en France aussi, et en plus les unités de longueur, quelquefois elles ont le même nom d'une province à une autre, mais pas la même taille. Donc c'est extrêmement compliqué quand vous passez d'un endroit à un autre pour comparer, c'est très nuisible pour le commerce. Et John Wilkins, c'est le premier à proposer une mesure universelle de longueur, qu'il lie d'ailleurs au temps en proposant, c'est la longueur d'un pendule qui bat la seconde. En unité moderne, ça ferait quelque chose comme 0,9937 mètres. Mais où? Mais on va s'apercevoir assez vite que ça dépend de l'endroit. Pourquoi? Parce que le pendule bat à une période, avec une période qui dépend de la gravité. La gravité n'est pas tout à fait la même d'un endroit du globe à l'autre. Donc la longueur d'un pendule battant la seconde, elle peut différer suivant que vous êtes sous l'équateur ou sous nos latitudes. Donc en 1170, Gabriel Mouton dit « mais non, mais ça c'est trop variable ». Et c'est un abbé lyonnais qui propose comme unité universelle ce qu'il appelle la virga. Je laisse Pierre Thomas faire ses astuces sur ce terme, et qui est égale à la millième partie de l'arc de méridien correspondant à une minute d'arc, soit 1,852 mètres actuels. Ça n'aura pas beaucoup de succès, mais vous voyez que c'est déjà une proposition où l'on passe d'une mesure à petite échelle à une mesure presque cosmique, taille. 1172, c'est là qu'on s'aperçoit que ça ne marche pas. En Guyane, la longueur du pendule, que la définition de Wilkins ne marche pas. La longueur du pendule battant la seconde est plus courte d'environ 0,6 mm qu'à Paris, car la période du pendule dépend de l'accélération. Si vous voulez faire des mesures avec une précision qui atteint le dixième de millimètre, ce qui n'est pas gigantesque, ce n'est pas encore une précision horlogère, c'est une unité qui n'est pas efficace. 1175, vous voyez que cette question est très agitée pendant cette période. Il reprend la définition de Wilkins et il est le premier à baptiser cette unité métro cattolico. Catholique voulant dire universel, justement. Passons de la préhistoire à l'histoire, nous arrivons en 1780, un mathématicien français qui fait tout un traité de métrologie où il propose de définir l'unité de longueur qu'il appelle pied géométrique ou métrétesse linéaire par la 400 millième partie de la mesure d'un degré d'arc du méridien. 1791, on arrive dans la modernité, l'Académie des sciences préconise cette définition du apocton, la baptise mètre et envoie messieurs Delambre et Méchain pour mesurer l'arc de méridien entre Dunkerque et Barcelone, d'où l'on tirera la mesure globale de l'arc de méridien entre les deux pôles, et donc par conséquent, en divisant par le chiffre adéquat, la longueur du mètre. En 1792, justement, Delambre et Méchain vont mesurer. En 1795, la Convention nationale adopte cette définition du mètre qui devient la définition légale, et on multiplie dans toute la France des échantillons du mètre qui sont publics, sont en général sur le mur de bâtiments publics, les murs des mairies, et qui permettent aux gens de se familiariser avec cette nouvelle unité et de contrôler la conformité d'un mètre de tailleur, par exemple, avec l'unité légale qui est là. Et puis en 1889, ça a tenu quand même presque un siècle. Hein. On se rend compte que ce n'est pas assez précis, parce que c'est difficile de définir vraiment le méridien. Ça dépend des montagnes que vous rencontrez, il n'est pas le même à tel ou tel endroit. Et la conférence internationale des poids mesure dit, bon, mais c'est beaucoup plus simple, on va fabriquer un mètre étalon en platine iridée, c'est la raille que vous voyez là à gauche, qu'on va déposer au pavillon de Breteuil, c'est ça, le mètre. Et vous voyez que vous remplacez une définition qui avait pour vocation de se rattacher à un phénomène naturel
phénomène contingent, vous me l'accorderez, la Terre, mais quand même, phénomène naturel, a un artefact, un objet artificiel. Eh bien, en 1960, la définition de 1889, le mètre étalon, ne suffit plus, et on décide, c'est la 11e conférence générale des poids et mesures, qui redéfinit le mètre comme valant 1 650 763,73, vous voyez le nom décimal qui vous donne la précision avec laquelle le mètre est désormais défini, fois la longueur d'onde d'une certaine radiation lumineuse émise par l'atome du krypton 86. Pourquoi le krypton 86? Pour des raisons techniques que je ne connais pas et donc que je ne vous raconterai pas, le krypton 86 est suffisamment stable, suffisamment fiable, et cette radiation-là constitue un bon point d'ancrage pour cette définition. Donc vous voyez que là, on se rattache à un phénomène naturel. Mais un phénomène naturel un peu bizarre quand même. Pourquoi le krypton 86, etc. En 83, on s'aperçoit que cette définition n'est pas tout à fait suffisante et on la remplace maintenant comme je l'ai laissé entendre, la 17e conférence générale des poids et mesures, elle décide que la vitesse de la lumière, alors plus généralement la constante d'Einstein, vaut 299 792 458 mètres par seconde, ce qui redéfinit le mètre comme étant la distance parcourue par la lumière dans le vide en 1 sur 299 millionième 192 millième 458e seconde. C'est la définition du mètre. Ah oui, mais elle suppose que vous ayez défini la seconde. Si vous avez une bonne définition de la seconde, alors vous avez une bonne définition du mètre. À condition que l'on ait défini la seconde, et nous allons y venir. Alors le kilogramme maintenant. La définition originale, je reprends ce que je vous ai dit au début, le kilogramme est défini comme la masse d'un litre d'eau pure à 4 degrés C. Vous voyez que ce n'est pas seulement un litre d'eau. Il faut vous assurer qu'elle est pure et qu'elle est à 4 degrés C. Oui, parce que le volume de l'eau, le volume d'une masse d'eau donnée dépend de la température. Vous savez bien qu'elle se dilate. Et elle se rétrécit à moins de 4 degrés. 4 degrés, c'est son minimum. Propriété bizarre de l'eau, mais c'est comme ça. La définition moderne, toujours en 89, on quitte cette définition liée à des phénomènes naturels pour adopter une définition artefactuelle. On dépose ce fameux prototype d'iridium au pavillon de Breteuil. Et il se trouve effectivement que ça n'est pas, quand on fait les mesures précises, c'est pas exactement la masse d'un litre d'eau pure à 4 degrés C, c'est 1,00025. Vous voyez que même la valeur du kilogramme a légèrement changé. Non seulement sa définition, mais sa valeur a légèrement changé entre 1795 et 1889. Mais c'est une définition qui est trop particulière, comme je l'ai dit tout à l'heure pour le mètre. Elle fait appel à un objet particulier, déposé à un endroit particulier, et de plus, cette définition est instable. Comme vous allez le voir, si l'on prend les différents échantillons du kilogramme de Breteuil, qui ont été pourtant très soigneusement travaillés, vérifiés, contrôlés pour être identiques en masse les uns aux autres au moment de leur fabrication, et que vous mesurez leur masse quelques 20 ans plus tard, vous avez un truc très bizarre qui est donné par ceci. Vous voyez qu'en 1889, bon, mais ça va, les différents traits correspondent à différents échantillons du kilogramme qui sont déposés, l'un à Paris, l'autre à Londres, l'autre à New York, etc. Et quand vous les mesurez quelques décennies plus tard, zut alors, ils sont plus pareils. Vous avez un écart de masse qui se chiffre en microgrammes. Mais c'est beaucoup un microgramme pour des mesures physiques de précision. Un millionième de gramme, d'accord? Mais la physique a besoin de mieux et de plus que ça. Alors vous avez un problème, puisque vous avez différents prototypes du kilogramme qui n'ont pas tous la même masse à quelques dizaines de microgrammes près. Et donc cette définition, c'est l'instabilité dont je parle, elle est extrêmement dommageable et ça veut dire qu'on va donc changer de définition.
la nouvelle définition depuis le 20 mai 2019, ce que je vous ai dit en commençant. Le kilogramme est défini, comme on a défini le mètre, en fixant la valeur de la constante d'Einstein, on fixe le kilogramme en définissant, en donnant une valeur définitive à la constante de Planck qui vaut 6, décimale 10-34 kg mètre par seconde. Si vous mesurez la constante de Planck et que vous avez par ailleurs la définition du mètre et de la seconde, vous avez une définition du kilogramme. Encore faut-il avoir défini le mètre et la seconde. Le mètre, on l'a vu, mais il dépend de la seconde. Et donc finalement, le vrai problème, c'est celui de la seconde. La seconde, du système solaire à l'atome, elle a une histoire qui est extrêmement compliquée, puisque au départ, chez les Babyloniens, c'est tout simplement un 60e de minute, un 3600e d'heure, un 86 400e de jour. Oui, d'accord, mais qu'est-ce que c'est qu'un jour? Le jour, il faut le définir avec précision. Or, la durée de rotation de la Terre sur elle-même, elle est difficile à mesurer en tant que telle, et nous savons aujourd'hui qu'elle est variable. Donc en 1791, on va dire, une seconde, c'est un 86 400e de jour solaire moyen. C'est-à-dire le jour, étant donné comme la durée de rotation de la Terre, de telle façon qu'elle retrouve le Soleil dans la même direction au bout d'un jour. C'est une moyenne, puisque la Terre, d'abord, elle n'est pas à une distance fixe du Soleil, il y a des irrégularités, etc. Donc il faut faire une moyenne sur les différents jours de l'année, d'une certaine année d'ailleurs. En 1956, on s'aperçoit que la rotation de la Terre est trop irrégulière, précisément, pour que cette définition donne toute la précision qu'on en attend. La Terre, petit moment, elle a des petits soubresauts, elle ralentit à cause des turbulences dans l'atmosphère, à cause des effets de marée, etc. Et d'ailleurs, vous savez que de temps en temps, il faut rajouter une seconde pour se maintenir pour être bien calé. Et donc on dit, cette fois-ci, on passe du jour solaire moyen à l'année, et on prend une année particulière, l'année 1900. On dit une seconde, c'est 1 sur, etc., etc., l'année 1900. Si vous le définissez sur une année, c'est plus stable que sur un jour. En 68, c'est fini toujours pas. Et on dit, eh ben, ça va être la durée de temps de période, 9 milliards et quelques, du rayonnement électromagnétique émis lors de la transition entre les deux niveaux hyper fins de l'état fondamental de l'atome césium. L'atome de césium 133, comme tout à l'heure pour le krypton, on le choisit pour ses vertus techniques qui permettent une mesure, une stabilité précise. Et en 97, on s'aperçoit qu'il faut être plus précis que ça. On n'abandonne pas cette définition, mais on la précise. On dit de l'atome de césium 133 au repos, parce qu'il bouge, ça modifie un peu les choses, et au zéro absolu des températures. Mesure idéale. Vous voyez qu'on est pris dans une espèce de course à la précision qui oblige à être de plus en plus précis dans les définitions qu'on emploie. Alors pourquoi au repos zéro absolu température? Pour éliminer l'effet du rayonnement de fond cosmique. Là on rejoint la cosmologie du rayonnement de fond cosmique à 2,7 Kelvin. Alors j'ai presque fini, récapitulons. Voilà les unités de base, les trois qui m'ont intéressé. Le mètre, la seconde et le kilogramme. Alors le mètre, il est effectivement défini à partir d'une constante universelle qui est petit c. Donc on peut dire qu'il est relié, il a de l'universalité, il a une définition, c'est une unité de type universel. Le kilogramme, comme il est relié à la constante de Planck, qui est aussi une constante fondamentale et universelle, c'est pareil. Ah oui, mais la seconde, c'est un peu plus problématique. Ça marche très bien, cette définition. Mais elle est un peu désagréable, un peu arbitraire. Pourquoi l'atome de césium, transition hyper fine, etc.
c'est encore une fois un artefact qui n'est pas très satisfaisant pour l'esprit. On aimerait bien trouver une loi physique ayant une constante universelle qui permettrait de définir la seconde de façon liée à l'universalité de la dite constante, comme on l'a fait pour le mètre et le kilogramme. Sur le plan des principes, c'est possible d'évoquer un système universel à partir de trois constantes fondamentales, constante d'Einstein, on l'a vu, constante de Planck, on l'a vu, et puis on pourrait invoquer la constante de Newton, la gravitation, qui est, comme on l'a vu, une constante universelle si la relativité générale préside effectivement à tous les phénomènes physiques. Moi, si vous êtes muni de ces trois constantes, et à condition de les connaître avec suffisamment de précision, vous pouvez revenir, ces trois constantes indépendantes, vous pouvez revenir à des grandeurs qui sont les grandeurs familières, longueur, masse et temps. Effectivement, c'est ce qu'on appelle les unités de Planck, parce qu'il était le premier à proposer cette idée au début du XXe siècle. Si vous prenez la combinaison GH divisé par C au cube et la racine de tout ça, ça vous donne une longueur. Si vous prenez CH divisé par G, vous prenez la racine, ça vous donne une masse. Si vous prenez GH divisé par C5 et que vous prenez la racine, ça vous donne un temps. Et donc là, vous avez des longueurs, des masses et des temps. Il suffirait de donner des valeurs universelles, absolues, décidées aux trois constantes pour avoir un système absolument universel. Le problème, c'est que la constante de Newton est mal connue. Elle n'est connue qu'avec un nombre de décimales beaucoup plus petit. C'est un peu bizarre parce qu'elle est macroscopique, c'est la gravitation à notre échelle, ce qui fait que nous tombons. Alors que H et C, il faut soit aller très très vite, soit regarder des choses petites, mais on les connaît beaucoup mieux que la constante de Newton-G. Tant qu'on ne connaît pas G avec suffisamment de précision, les définitions qui sont là ne donneront pas des étalons suffisamment précis. Donc de deux choses l'une, ou bien dans un futur proche, on arrive, et les gens qui y travaillent bien sûr, à donner une mesure de G suffisamment précise pour utiliser un système de ce genre-là, soit on trouve une autre loi universelle de la physique que je n'ai pas sous la main, qui vous permettra de faire quelque chose du même genre. Alors attention, et je conclus, ces nouvelles unités, le nouveau mètre, le nouveau kilogramme, peut-être dans quelque temps la nouvelle seconde, sont-elles définitives? Et non, une fois de plus, le temps fait son œuvre, l'histoire passe. Et d'abord, elles ne sont pas définitives parce que, je viens de le dire, la définition de la seconde reste contingente, sans s'appuyer sur une loi physique fondamentale. C'est un handicap du système international tel qu'on l'a à l'heure actuelle. Deuxièmement, ensuite, parce que les lois physiques fondamentales qui définissent ces constantes universelles ne sont pas éternelles, a priori, il est très possible que demain, après-demain, ou dans 50 ans, ou dans un siècle, on dise oui, mais la théorie quantique, elle n'est pas vraiment exacte, il faut la remplacer par quelque chose de plus précis, de même qu'on a remplacé la mécanique de Newton par la mécanique d'Einstein. Et donc rien ne garantit la pérennité de ces unités, mais au fond c'est ça qui est intéressant et excitant, c'est pour ça que je me suis proposé de vous raconter tout ça, c'est que ça montre à quel point la science nous apporte, et on peut rejoindre, si vous voulez, le thème du marathon, des vérités qui tout en étant effectivement des vérités, ne sont ni absolues, ni éternelles, et toujours sujettes, non pas à être renversées, mais à être précisées, améliorées. Sic transeut misere mundi. Je vous remercie.